Débat foot Marseille, l'émission au Fighting Spirit irlandais assez impressionnant. Au programme de cette émission, on va parler du match de l'Olympique de Marseille face à Rennes en déplacement à Rennes pour cette reprise du championnat. On parlera également de Liadji. Et oui, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Liadji, alors on va en reparler parce qu'il refait parler de lui. Et puis on parlera également des finances de l'Olympique de Marseille dans notre gros débat. On en parlera avec qui? Avec Jean-Charles qui est avec nous. Salut Ben. On en parlera avec qui? Avec Léon Galli qui est avec nous. Bonjour. Léon Galli, ancien joueur, entraîneur aussi d'Olympique de Marseille, ancien formateur. Voilà, donc dans le thème. Et du coup, il va être parfaitement dans le thème de Liadji. Et Nicolas est avec nous aussi. Salut. Ça va, Nico? Très bien. Alors, j'ai dit ancien entraîneur parce que c'est terminé, c'est pas terminé. Je viens d'arrêter cette année. Voilà. À un moment donné, il faut dire stop. Stop. Donc, j'ai dit stop. Une longue carrière de joueur entraîneur. D'abord de joueur un peu professionnel, et ensuite j'ai attaqué entraîneur-joueur, et après entraîneur. Très longue carrière, voilà. Ah oui, c'est le moins ce qu'on puisse dire. Hein. Et un peu de tennis-ballon aussi, hein. J'ai appris tout à l'heure ça. Hein. Bon, on va le dire quand même, parce que ça nous fait plaisir. On a quand même gagné le tournoi. Un tournoi prestigieux face à... Ouf, je ne sais pas qui y avait. Platini, Laurent Blanc, Papin. Oh là là. C'était un tournoi merveilleux. Que des petits joueurs. Des inconnus, quoi. Ouais. Des inconnus. Le tournoi, c'est merveilleux. Vraiment merveilleux. Mais tu n'étais pas embêté, toi, pour tacler au tennis-ballon? Je taclais le filet. Non, en plus, je jouais derrière. Très souvent. C'était des très bons souvenirs. Ça. On l'attendait avec impatience. C'est vrai. Voilà. Allez messieurs, on va parler de ce match qui nous attend. C'est tout de suite, c'est l'avant-match Rennes Olympique de Marseille, c'est tout de suite. L'Olympique de Marseille qui se déplace donc à Rennes pour l'ouverture de cette 20e journée de Ligue 1. C'est le premier match retour de cette deuxième partie de championnat. Et c'est donc le troisième Rennes qui va affronter le deuxième de Ligue 1, l'Olympique de Marseille. On va s'apercevoir sur le classement, si on l'a, a priori on l'a. C'est 5 points d'écart entre les deux équipes, mais Rennes a un match de retard. Donc il y a vraiment... Face à Nîmes. Qui joue la semaine prochaine. Qui joue la semaine prochaine. Et c'est donc un match clé décisif. Est-ce que c'est même pas le match le plus important, Léon, de cette deuxième partie de saison pour l'Olympique de Marseille? Déjà, le plus gros match. Il est très important d'abord pour rester en gagnant dans la continuité des bons résultats qu'il y a eu jusqu'à présent. Et ensuite, c'est de les mettre à plusieurs longueurs pour jouer la Champions League. Très très important. Parce que effectivement, on l'a dit, enfin je l'ai dit, Rennes a un match de retard. Donc si tu le perds, celui-ci... ils peuvent te passer devant, virtuellement. Ils peuvent te passer devant. Oui, d'un point. Ouais, d'un point. Donc c'est le match le plus important de l'année pour l'OM, selon toi, déjà celui-là d'entrée de jeu? C'est le premier match de la reprise, donc c'est le plus important, mais certes il y en aura d'autres. Hein. Ouais, il y aura d'autres duels. Vu l'écart que tu peux faire. Oui, vu l'écart que tu peux faire, mais comme tu l'as si bien dit, il reste un match en retard, qui n'est pas gagné non plus face à Nîmes. Donc là ça fait 5 points, et si on les bat ça fait 8. Mais si eux ils battent Nîmes, ils reviennent à 5, et ça va très très vite. Mais il est important, parce que tout simplement, c'est la reprise, que les joueurs doivent être dans un bon état physique pour aller lutter face à Rennes pour cette reprise-là. Donc oui, pour se remettre dans une lignée de victoires qui a fait le mois de décembre des performances extraordinaires du côté de l'Olympique de Marseille. Et puis après, aussi se rassurer pour la suite. Oui, pour moi, c'est un qui est très important. C'est le plus important ou pas pour toi? C'est le second match le plus important de l'année 2020 après Tréissac. Non, arrête. Non, mais tout est important, Ben. Ouais, mais non, tout n'est pas important de la même façon. Parce que là, tu as un concurrent direct et tu as cette opportunité-là, d'ailleurs, il l'a dit, hein, de les mettre à 8 points. De les mettre à 8 points. Donc quasiment. Non, mais c'est un match très important. Après, à la fois comptable, mais aussi. Psychologique. Non, mais après, si je spoil du Rudy Garcia, il va te dire ah ouais, mais si tu perds après contre 3 petits, ça sert à rien. Mais oui, c'est important psychologiquement. Moi, je pense qu'au-delà de l'adversaire, ce qui est important, c'est comme le dit Jean-Charles, c'est la reprise et c'est de relancer la deuxième partie de saison. Parce qu'on a vu qu'ils étaient encore un peu en dedans face à Trissac en Coupe de France. C'est toujours un match très compliqué, ce match de reprise, souvent face à une plus petite équipe sur un terrain un peu différent, etc.
Là, il faut qu'ils se remettent vite dans le vif du sujet et qu'ils se relancent parce que je pense que le plus grand adversaire de l'OM, ça va être l'OM. Si l'OM réussit à refaire des performances comme ils ont fait en première partie de saison, moi je pense que l'objectif est vraiment atteignable. Et Rennes ou pas Rennes, il faut que l'OM retrouve son niveau. Après, c'est sûr que battre Rennes chez eux, ça serait vraiment un gros plus. Léon ? C'est bien de le gagner parce qu'on va les éloigner. Parce que je pense, après analyse, qu'on a des matchs retour un peu plus compliqués. Ah oui, à l'extérieur. Alors, en les mettant un peu loin, on va les faire redouter. Et nous, on aura 1 ou 2 jokers en plus pour jouer cette deuxième place. Un match nul, ça serait déjà bien. Très bien, même. Cette trêve, elle peut vraiment briser cette dynamique que l'OM avait, vous pensez pour quelle raison ? C'est dur la reprise, hein. Sincèrement, c'est dur la reprise. Déjà, le dernier match, je les ai trouvés un peu en dedans. Et là, le match de coupe. Même les 2 derniers matchs, parce que les 2 derniers matchs, on n'a pas fait. Le problème des reprises, c'est le gros doute. C'est le gros doute de la qualité physique des joueurs. Donc on va savoir comment ils se sentent. Les températures ne sont plus les mêmes. Les concurrents, là notamment c'est Rennes, un concurrent direct, c'est plus pareil. Si peut-être on avait attrapé Rennes il y a 1 mois en arrière, on n'aurait pas douté de la même façon. Là, on ne sait pas. On ne sait pas parce qu'on part sur de nouvelles bases. Rennes non plus ne sait pas. Parce que exactement, c'est ce que je veux dire. Rennes a les mêmes problèmes qu'on a nous aujourd'hui. C'est-à-dire que comment ils vont devoir repartir? Ils ont fait les prolongations aussi pour la Coupe de France. Donc comment ils vont devoir repartir? Est-ce qu'ils vont supporter cette pression face à l'Olympique de Marseille qui aujourd'hui est devant? Qu'il faut obligatoirement une victoire pour Rennes pour se rapprocher de l'OM. Donc voilà, il y a un tas de paramètres qui va faire qu'aujourd'hui, ce match-là, il y aura des petites choses à régler, mais être bien perfectionniste, notamment dans les petits détails. Nico, qu'est-ce qu'il faut craindre de cette équipe de Rennes, justement? On parle beaucoup par exemple, de ce jeune milieu de terrain, Camavinga. Bon, il n'y a pas que lui. Il y a Rafinha surtout. Moi, je pense que le vrai danger, c'est Rafinha devant leur recrue. Ils ont payé très cher l'été dernier, qui vient du Sporting, qui va très très vite devant. Après, il a du mal avec les duels. Il les évite parce qu'il n'aime pas trop les combats physiques. Donc, à Caleta Tsar de le remettre en place rapidement, je pense. Mais oui, Camavinga, dans sa technique, son insouciance, ça peut être un danger aussi. Rennes, c'est une bonne équipe avec des bons joueurs assez techniques. Après, je pense que l'OM a largement les moyens d'inquiéter cette équipe-là, surtout avec le retour de 4 joueurs qui ont été laissés au repos en Coupe de France. Il y en a d'autres qui sont quand même assez importants. Il y a Niang devant qui est quand même un attaquant qui pèse notamment sur la défense adverse. Il y a Bourigeaud aussi qui est sur les coups de pied arrêtés, il est très très bon. Non, ils ont une équipe, notamment offensivement. Je pense que c'est leur point fort. Ouais, mais c'est pas une équipe qui marque énormément de. Non, mais il y a de la qualité. Oui. Il y a du jeu offensif. Par contre, il y a de la lenteur derrière. Avec les actions, il y a de la lenteur. Donc il va falloir se servir un petit peu. Pardon ? Morel, on le connaît bien. Alors, oui. Da aussi, ça va pas très très vite non plus. C'est une équipe qui n'est pas régulière. Oui, ça a des hauts et des bas. Sinon, on le saurait déjà beaucoup. Elle est bien classée, mais on aurait des points en plus. Parce qu'ils ont un gros trou quand même. Je pense que cette équipe, si on arrive à la faire redouter d'entrée, là, on peut faire quelque chose. Mais très belle équipe quand même. Ça a toujours été le problème de cette équipe rennaise. C'est la troisième meilleure défense du championnat. Rennes, c'est donc derrière Paris. Et la deuxième, vous savez qui c'est ou pas? C'est Reims. C'est Reims. Oui, j'ai entendu. C'est Reims la deuxième. C'est assez paradoxal quand même. C'est les meilleures défenses, mais ils sont derrière nous. Donc, non mais voilà quoi, c'est pour ça que un petit but ça suffit. Non, puis quand tu vois les joueurs, tu te dis finalement t'as pas besoin d'avoir forcément des gros calibres en défense pour être solide. Ce qui compte dans une défense, c'est le collectif aussi. Tu vois à Reims, je crois que c'est Abdelhamid, le défenseur central, qui est pas non plus un joueur hyper coté. Là, t'as Da Silva, c'est un bon joueur de Ligue 1, mais c'est pas non plus le top du top. C'est solide parce que t'as un bon collectif et je pense que les joueurs offensifs font le travail défensif, protègent leur défense et c'est ça qui est important aussi. Alors, l'Olympique de Marseille, dans les gros matchs cette année, alors on va le mettre dans la catégorie des gros matchs, celui-ci, parce que c'est le deuxième contre le troisième, même si à la base, Rennes, on va dire que c'est un gros du championnat. Non, mais c'est pas un petit. Mais c'est un gros budget. C'est un gros match. C'est un gros budget. C'est un gros match, donc match à confrontation directe. L'Olympique de Marseille, cette saison, a des stats quand même assez rassurantes. Voilà. Victoire contre Monaco, Lille, Lyon, Saint-Etienne et Bordeaux et match nul contre Rennes. Et Nice aussi, tu parles.
Et oui. Nice. Ouais, Nice, mais bon, Nice... Et je te rajoute même Angers qui était 3e à l'époque. Voilà. Donc ça, c'est rassurant. Ça en dit long aussi sur cette équipe de Villas-Boas, Léon, non? Exactement, exactement. Moi, je vais y revenir un petit peu, puisque je suis tous les matchs, comme certainement vous. C'est qu'il y a eu un gros changement ces derniers temps. On a retrouvé un très bon milieu de terrain, avec beaucoup de courses, de percussions, ce qu'il n'y avait pas l'OM. Il y avait de la lenteur. Et ça joue un peu plus direct, c'est mon avis personnel. Et donc ça plaît énormément. Je vous dis sincèrement que les gens viennent volontiers au stade. Ils se régalent. En termes marseillais, ils se régalent et ils viennent volontiers. J'ai trouvé une belle amélioration, mais maintenant, comme l'a dit Jean-Charles, la trêve, c'est très compliqué. Il y a beaucoup d'équipes qui aimeraient plus la faire. Moi, je vous dis sincèrement, en tant qu'entraîneur, je la craignais, cette trêve. Et qu'est-ce qui se passe pendant D'où l'intérêt des Anglais de jouer. Il se passe quoi? Neymar, tu fais pendant la trêve. Non, mais il se passe que tu as une coupure quand tu es sur une bonne dynamique. On t'arrête. Mais physiquement, 15 jours, ça joue vraiment? Mais oui, ça joue. En plus, tu as 15 jours de repos. Tu as les fêtes au milieu. Tu t'en vas un peu au soleil. Tu reviens ici, les températures sont de 15 degrés de moins ou 20 degrés de moins. Tu manges un peu, tu bois un peu. Tu veilles un peu plus. Et puis, bon, ton corps s'arrête, en fait. S'arrête ton corps. Il faut te repréparer. Il y en a qui mettent plus de temps que d'autres à se préparer, à se remettre dans le bain. Pas tous les joueurs sont faits de la même manière, de la même façon. Le corps est différent. Il y en a qui vont vite récupérer, il y en a qui vont mettre un peu plus de temps, il y en a qui vont être prêts rapidement, il y en a qui leur faut peut-être 15 jours de plus. Et voilà, le doute de la trêve, c'est ça. Enfin, c'est ce qui... et de perdre confiance si tu n'es pas à 100% physiquement, de rater un ou deux premiers matchs et de perdre confiance, c'est ça qui peut jouer aussi. Je reviens sur les gros matchs parce que... les saisons passées, c'était vraiment le point faible de Marseille. C'était totalement l'inverse. Là, c'est vraiment aussi le travail de Villas-Boas d'amener cette équipe à être dans la préparation de ces matchs, à être performante dans ces matchs-là. Mais je pense que déjà le travail de Villas-Boas et son staff est hyper important. Et aussi, il y a la préparation des matchs. Peut-être qu'elle est faite différemment. Psychologiquement, elle est faite différemment par rapport à l'apport de Villas-Boas, le discours qui tient. Les joueurs sont aussi peut-être plus concernés aujourd'hui qu'il y a 2 ans en arrière, ou 1 an ou 2 ans en arrière. Ils se rendent compte que ils avancent dans l'âge, et qu'il faut des performances à l'OM, et qu'il faut des résultats. Et aujourd'hui, tout ça se fait qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille a pris conscience de ce message, en fait, pour revenir au meilleur niveau et puis avoir des confrontations directes, ne plus douter face à des adversaires directs. Je pense que ça aussi, de ne pas douter de ses qualités, c'est hyper important. Parce que des fois, ne serait-ce qu'en interne, les entraîneurs, le staff, quand tu fais un mauvais match, le discours est différent. Là, même si tu fais un mauvais match, Villas-Boas, il n'est pas là à te dire « Oh, je vais te sanctionner ». Non, bien au contraire, c'est pas grave, tu vas revenir, on connaît tes qualités. Donc voilà, je pense que c'est un tout qui fait qu'aujourd'hui, l'Olympique de Marseille est différent. Et il a trouvé un bon groupe, il a formé un bon groupe. Il a l'air d'avoir une bonne ambiance. C'est vrai qu'après, c'est les résultats qui fait tout ça. Et en plus, après un entraîneur, quand on a des résultats, tout est bon. Tout est bon. Les recrues sont bonnes aussi. Voilà, les recrues, oui. Et moi, je trouve qu'il a donné confiance, il a trouvé la bonne formule. Et je trouve qu'il y a une bonne ambiance dans cette équipe. Et c'est, pour moi, la bonne ambiance, la camaraderie, c'est 90% de résultats. Et surtout, il a su relancer des joueurs qui étaient quasiment à la cave. Il faut le dire aussi. Et pour faire un petit tacle gratuit, ce que j'aime bien, à Rudy Garcia, on peut aussi se poser la question, à l'inverse, de comment Rudy Garcia a abordé ces matchs-là, où vraiment ça a été des statistiques abominables pendant 3 ans face aux gros clubs. On se demande, si lui ne mettait pas une pression mal placée sur ces matchs-là, et Villas-Boas, ça a l'air d'être un peu l'inverse. Et effectivement, on l'a vu, la série incroyable. Ce que je te disais, moi, ce qui m'avait marqué, c'est il y a 2 choses. C'est quand il y a eu une mauvaise série avec les absences de Payet et Camara. Il fait un peu un passe, entre guillemets, il fait pas un passe, il joue le match, mais ils se font tordre face à Paris. Ils sont mauvais en coupe, et là, ils se relancent en fait face à Lille, Lyon, et là, c'est le début. Parce que là, ils gagnent ces 2 gros matchs-là, et après, ils battent Angers et Bordeaux la même semaine, et Angers et Bordeaux étaient 3e à ce moment-là, l'un après l'autre. On sent que mentalement, ils sont solides. Allez messieurs, on va passer à la composition probable de l'Olympique de Marseille, parce qu'il y a des retours importants. Il y a le retour de Mandanda, le retour d'Amavi, le retour de Sanson, le retour de Camara. Et par contre, il y a l'absence de Sakai, qui va donc redistribuer quelques cartes. Une carte. Une carte, mais du coup, il y a indirectement 2, parce que Bounassar va repasser latéral droit.
C'est pas rassurant vu son match. Donc, messieurs, pour la charnière centrale déjà, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce que vous pensez que Villas-Boas... Ouais, mais il y a toujours cette question de dire, parce qu'il y a concurrence. Donc en gros, la question c'est où on fait jouer Camara plutôt. Ouais. Moi je pense que la défense centrale, il ne faut pas la changer. Caleta Sarr en ce moment, il est très bon. Alvaro González, pareil. Même s'il a connu un début de match bien compliqué. Oui, mais je vous dis, il est rassurant en fait. Oui. À gauche, à ma vie, il fait son retour. À droite, ça sera ça. Maintenant, dans l'entrejeu, il n'y a pas photo. C'est le petit Camara qui doit reprendre son poste. Il a donné satisfaction à ce poste-là. Derrière, il y a satisfaction aussi. Après, on a les deux milieux, que ce soit Sanson ou Rongier. Ça tourne formidablement bien, comme l'a dit Léon. Et puis devant, il y aura certainement Payet, Benedetto et Radonjic. Moi, c'est ma compo que je mettrai aujourd'hui. Après, il peut y avoir une petite surprise. Léon, Camara, il ne faut plus le... Moi, je le vois. Ce qu'a dit Jean-Charles, c'est exactement ce que j'avais dans la tête. Il ne faut rien changer. L'équipe, comme il a dit, elle est superbe. Il n'y a que devant qu'il faut voir un joueur près. S'il y a un joueur près, s'il faut mettre au début Germain plutôt que... Voilà, il n'y a que ça. Sinon, il a vraiment l'équipe au top et qui marche bien. Mais il y a d'un match à l'autre, c'est soit Strootman, soit Camara. Non, c'est pas d'un match à l'autre. C'est gros match Camara. Ouais. Petit match, Strootman. Et il faut que ça soit comme ça parce que dès que ça va un peu trop vite, Strootman il est complètement largué. Donc je pense que là, Camara sera titulaire, sauf surprise. Et le poste d'ailier droit qui pose un peu interrogation, je pense que vu le match de Germain en Coupe de France, il va retenter Radonjic parce qu'il a eu du mal quand même, Germain, à se placer. Alors qu'il avait fait des matchs corrects en début de saison à ce poste-là. Là, je l'ai vraiment trouvé un peu perdu sur ce match. Bon, après, c'est un match de reprise. Alors ça veut dire que Camara, ça y est, c'est un milieu de terrain, c'est un numéro 6. Pour les gros matchs. Il peut. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'il pourra changer. C'est bien d'avoir deux postes de prédilection pour lui. Mais moi, je le vois très bien au milieu du terrain. Ça porte cette fougue, cette jeunesse. Les trois milieux du terrain, ils sont super en ce moment. Mais je trouve qu'en plus, ça libère Rongier et Sanson. Je trouve qu'il y a plus de volume de jeu quand il y a Camara, parce qu'il a cette faculté à être déjà défenseur d'âme de jeunesse. Et puis après, et cette vitesse aussi. Cette vitesse. Et surtout, il a ce placement. Ce placement qui rassure les deux joueurs qui sont légèrement plus hauts. Donc ça leur donne de la liberté, ça leur donne de la profondeur et ça donne un soutien offensivement. Donc voilà, et puis même Camara, tu disais petit match, gros match, à un moment donné, là, il va rester, c'est la 20e journée, donc il reste 18 journées. Je pense que si c'est imposé à ce poste-là, il va jouer les 18 journées. À part quand il voudra le faire reposer. Moi, je suis pas sûr parce que je pense qu'il veut pas perdre Strootman. Parce qu'il se dit, vu que l'effectif que j'ai, si j'ai un petit carton, un truc comme ça, Camara il va reculer direct. Donc je pense que dès qu'il y a genre un petit match, plus petit match, il va peut-être faire sortir Caleta Sarr, mettre Camara, pour redonner un peu de temps de jeu à Strootman pour que ça tourne. Je pense que Villas-Boas, il va faire tourner. Mais après, c'est de l'entretien physique. Oui, c'est ça. Parce qu'il veut pas perdre certains joueurs. Et il peut le faire rentrer, il peut le faire rentrer. Oui, il peut le faire rentrer aussi. Mais depuis le début de la saison, Camara, il a débuté combien 4 matchs ou 3 matchs au poste titulaire au milieu de terrain, pas tant que ça finalement. Allez messieurs, on va s'arrêter là et on va passer au Paris avec notre partenaire Unibet. C'est tout de suite, c'est les Paris FCM. Les paris FCM avec notre partenaire Unibet, c'est comme chaque semaine le pari sécure et c'est toi Nico qui t'y colle cette semaine. Quel est ton pari sécure? Alors, les deux premiers paris on les fait sur le match de l'OM. Donc là c'est sur Rennes-OM et le pari sécure c'est que les deux équipes marqueront dans ce match-là, parce que je pense que ça va être un match assez ouvert. Rennes va être obligé d'aller essayer de faire la différence, donc laisser des espaces, et l'OM va très vite en jeu direct, comme le disait Léon. Donc j'espère que Benedetto va retrouver le chemin des filets, donc je vois les deux équipes marquées sur cette rencontre. Et les deux équipes marquent, c'est une cote à 1,68. C'est beaucoup, hein. Oui, mais c'est un pari sécure. C'est pas beaucoup, mais c'est un pari qui passe souvent en plus avec l'Olympique de Marseille. On l'a passé beaucoup, donc on aime bien le mettre en avant. En avant, c'est logique, c'est logique. On gagne pas beaucoup, mais on gagne quand même. Nico, ton pari fou? Alors le pari fou, là c'est beaucoup plus difficile. C'est vu que l'OM est un peu diesel sur les débuts de match, ce serait une ouverture du score de Rennes. Donc Rennes qui mène à la mi-temps et une révolte Marseille en seconde mi-temps qui va chercher la gagne en seconde mi-temps. Donc Rennes mène à la mi-temps, Marseille gagne le match. Et ça, par contre, c'est une grosse cote. Ça, c'est une cote à 24. La cote j'allais le dire. Je sais pas comment. Il est bon quand même, Nico. Il est bon là-dessus. Là, c'est la grosse cote. C'est la grosse cote. C'est une très bonne cote. Mais non, elle est pas logique. Oui, moi j'attends. Ça peut passer. Ça peut passer. Moi, je vais mettre une petite piécette. Une petite piécette de 100 €.
N'incite pas les gens à mettre trop d'argent. Ben. Allez, le combiné du week-end, le combiné, comme chaque semaine, c'est les concurrents de l'Olympique de Marseille pour les places européennes. Et c'est tout d'abord le match Bordeaux-Lyon. Alors, Bordeaux-Lyon, logiquement, Bordeaux, ils sont bons chez eux. Mais moi, j'ai vu un peu Lyon, là, ça va un petit peu mieux. Ils ont gagné en Coupe de la Ligue, là encore, hier. Je pense que Lyon peut faire un résultat à Bordeaux et je vois une victoire de Lyon à Bordeaux. Avec une cote de 2,24. Ensuite, c'est AS Saint-Etienne-Nantes. Alors, la Saint-Etienne, ils viennent de se faire humilier par Paris, ça fait 2 fois de suite. Donc là, je pense que devant leur public, ils sont obligés de réagir. Donc j'imagine une victoire de Saint-Etienne, même si ça va être compliqué parce que Nantes, c'est très solide. Et la cote est à 2,37. Dijon-Lille. Et enfin, là, Lille est très mauvais à l'extérieur. C'est vraiment un point faible de l'équipe de Galtier cette saison. Donc Dijon qui se bat aussi pour ne pas descendre. C'est toujours compliqué Dijon. Donc j'imagine un match nul, même si bon, tout le monde imagine Lille. Moi je joue le match nul. Match nul, donc la cote est à 3,20. La cote totale boostée d'Unibet, c'est une cote à 17. Quel match vous intéresse le plus sur ces 3 matchs-là moi je ne mettrais pas Lyon parce qu'ils sont à 10 points de nous. Je mettrais plutôt Dijon-Lille. Ouais. Dijon-Lille parce que Lille est quand même un concurrent direct. Ouais, c'est un concurrent vraiment direct. Toi tu vois gagner, non? Moi, non, mais c'est sans faire de favoritisme. Je pense que Lille est dans l'obligation d'aller gagner. S'ils veulent s'accrocher ils sont Ligue pas des à Champions. l'extérieur. Ils sont pas bien. Ouais, mais bon, comme Dijon à domicile n'est pas très bon aussi. Donc ça reste un match compliqué pour les deux équipes. Mais si Christophe veut prétendre à une place européenne, et notamment en Ligue des Champions, il sera obligé d'aller gagner chez les petits. Mais moi, c'est Saint-Etienne-Nantes. Ouais. Moi, je pense qu'à Saint-Etienne, là, il va y avoir des problèmes. Là. Ah ouais. Il fait plus des problèmes, ça marche pas trop. Il y aura un peu de zizanie. Nantes joue pas trop mal à l'extérieur. Je verrai un petit match nul ou victoire de Nantes. Allez messieurs, on s'arrête là pour les paris, mais n'oubliez pas, le pari sécure chaque semaine, c'est penalty pour Lyon. Et on passe donc au gros débat cette semaine. Le gros débat, c'est le gros dossier. On nous avait félicité de ne pas en avoir parlé lundi, donc on s'est dit, bon ben voilà, on est obligé là. On nous a dit, mais comment ça, vous ne parlez pas de Liadji? Bravo, vous n'avez pas parlé de... Ben voilà, du coup on en parle cette semaine. Tu parles de dossier, moi je parle de feuilleton. Ouais, c'est le début d'année feuilleton. Alors je vais... le dernier épisode de ce feuilleton, c'est RMC qui a sorti l'information cette semaine. Les deux. Et la Provence également, pour dire que l'Olympique de Marseille avait stoppé toute négociation avec le joueur. Et, même André Zubizarreta aurait informé le joueur que l'offre de l'OM était retirée. Était même retirée. Parti en réserve. Et qui jouerait en réserve jusqu'à nouvel ordre. Oui. Alors on a la chance, pour faire ce débat, d'avoir 2 purs Marseillais, pure souche, anciens joueurs de l'Olympique de Marseille qui ont débuté à l'Olympique de Marseille. Pour vous, l'OM a-t-il eu raison d'arrêter les négociations avec Liadji? Je commence? Vas-y. Oui. C'est soulagé, hein? Oui. Sincèrement, oui, parce que ce jeune, il a des capacités énormes, mais cela ne veut rien dire. En étant à l'OM, comme Jean-Charles, il y en a beaucoup à cet âge-là qui étaient très bons, mais qui n'ont pas passé le cap. Mais il y en a, on peut faire des statistiques, vous verrez qu'il y a beaucoup de joueurs de 17, 18, 19 ans qui n'ont pas passé le palier. Alors là, il a la chance d'être dans un club qu'il aime, qu'il adore, qu'il a éduqué, qu'il a appris. Et qui veut le faire jouer. Il faut jouer. lui faire confiance, il faut stopper tout cet argent. D'abord, il faut qu'il prouve. Là, on a confiance en lui. Donc il devrait faire plaisir, pas plaisir, il devrait rester à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur a confiance en lui. Petit à petit, il va intégrer, et le jour, il va être peut-être grandiose. Et on en a certains, il y a 2-3 ans, des joueurs qui sont partis de l'OM, où il y a eu des problèmes comme ça. Je ne vais pas dire de nom, on n'en entend plus parler. Ça commence par un B, non? Voilà, je ne vais pas dire de nom pour... Mais ils avaient ce même potentiel? On a le potentiel, mais ça ne veut pas dire qu'on passe. Je vous le dis. Moi, lorsque j'étais à l'Olympique de Marseille, ça fait très 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 longtemps. Mais il y avait des garçons qui étaient largement devant moi. Et bien, eux, ils ont coulé. Ça, c'est vrai. Moi, j'ai continué.
Jean-Charles, c'est pareil. C'est pareil. Ça veut rien dire au football. Et après, il y a la blessure. Ça va vite au football. Il y a le mental aussi. Il y a le mental, il y a la pression. Quand tu mets le pied sur le stade, ça reste le Vélodrome. Et tout autour de toi, il y a quand même 50 000 spectateurs, supporters ou 60 000 qui sont derrière et qui veulent des résultats et qui veulent de la performance. Moi, je pense que on le gâche, ce petit. Moi, comme dit Léon, c'est vrai, quand tu fais partie d'un centre de formation de l'Olympique de Marseille, on te donne l'opportunité de signer un contrat professionnel. Je n'ai pas envie de rentrer dans les sommes, mais dans des sommes assez intéressantes pour ce jeune joueur. À 17 ans. Que le petit n'a pas droit à la parole et qu'on laisse parler des agents ou d'autres personnes en son nom. Alors, je veux bien qu'il s'en occupe. Mais enfin, il y a quand même un aspect sportif là-dedans. Il faut respecter le sportif. Là, on ne respecte plus le sportif. Là, on parle que d'argent et de business. Parce que Jean-Charles, un petit de 17 ans comme ça, s'il part de l'OM, là on en parle à Lille, on en parle en Allemagne, etc. Ouais. C'est compliqué après aussi de rebondir à cet âge-là, se déraciner, etc. C'est plus qu'à Marseille. À Marseille, on le connaît. Il a fait, c'est plus simple. On peut l'intégrer. Tandis qu'à Lille, où il veut, et puis il va falloir qu'il prouve. Combien il y a de joueurs qui partent à l'étranger, qu'on ne les voit pas tout de suite, qui sont plus huppés que lui. Mais moi, on va pas loin. On va prendre Thauvin qui est parti et que ça n'a pas marché, et on va prendre Payet qui est parti et ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché. Donc, mais c'était des... Ah non, Jean-Charles, tu peux pas dire ça. Il fait une année de dingue. Il fait une année de dingue. Ouais, d'accord, mais il a fait une très belle saison. Et puis c'est différent, il part à quel âge? Oui, c'était pas un jeune. Il part encore bien plus. Encore bien plus. Il part à un certain âge, expérimenté, avec beaucoup de qualité, largement supérieur, parce que déjà, lui, il avait la classe internationale, puisqu'il était en équipe de France. Mais je pense que là, aujourd'hui, ce petit, il faut qu'il arrive à respecter, lui, déjà, donner son opinion à ses agents, à ses parents, à ceux qui l'entourent, en disant, voilà, moi, on me tend la main, on me donne l'opportunité d'intégrer l'équipe 1 de l'Olympique de Marseille, de jouer au Vélodrome. Là, on a entendu les deux mains, là. Donc, ils ont tout fait, l'Olympique de Marseille. Je pense que de se retirer, comme dit Léon, c'est la chose à faire. Parce que tu ne peux pas, à un moment donné, te mettre à plat ventre pendant des mois et des mois. Ils l'ont sollicité, qui le voulait à tout prix, et le faire jouer à tout prix, et le former à tout prix, et lui faire gagner de l'argent après. Il a le temps de gagner. S'il a confiance en lui, son agent, s'il pense que ce joueur-là, il a d'énormes qualités, comme Mbappé, un exemple. Allez, ok. Mais il va gagner, là. C'est ce que je te dis. Non, mais il va gagner. Mais tu imagines, si tu sais que tu as vraiment confiance en ton joueur, tu vas le laisser à l'OM un an. Tu leur dis, écoutez, moi, j'ai confiance en lui. Même plus, vous lui donnez ça ou 2 ans. Allez, mais mon transfert d'après, je vais prendre un pourcentage dessus. J'ai confiance. Si tu insistes tant que ça pour prendre de l'argent rapidement, c'est qu'à un moment donné, il y a un doute derrière. Et puis son joueur, il a un autre joueur, cet agent. Oui. C'est Ousmane Dembélé. Ouais, pareil. Ousmane Dembélé. Non, mais c'est aussi le jeune René dont on parlait tout à l'heure. Camavinga. Ils ont le même agent. À Rennes, il a signé un contrat, j'imagine, dans des conditions largement inférieures financièrement que les conditions qu'offre l'Olympique de Marseille. L'OM a eu raison de s'arrêter là, Nico, de couper les négociations. Je pense qu'il aurait dû le faire avant déjà, mais je ne suis pas sûr que ce soit terminé cette histoire. Je pense que là, c'est important qu'il le fasse symboliquement pour dire bon, maintenant, nous, on ne rentre plus dans cette surenchère. Nous, on a fait une belle proposition, on la retire. Si tu réfléchis, mets-toi les idées à l'envers, on pourra toujours discuter. À l'endroit, plutôt. À l'endroit, pardon. Les idées à l'envers. Mets-toi les idées à l'endroit, on pourra toujours discuter. On n'est pas à l'abri d'un retournement de situation. Parce que là, pour l'instant, j'ai l'impression que l'entourage et les agents s'enflamment, ils imaginent les propositions étrangères, etc. Mais après, quand ils vont rentrer dans le concret, le petit, ça va être de partir à Lille ou en Allemagne. Est-ce qu'il en a vraiment envie? Parce qu'ils vont peut-être se frotter à ça, et là, peut-être qu'ils vont revenir. Et apprendre la langue, et ils vont peut-être revenir et dire finalement. Les jeunes, des aléas. Parce que Liadji, il suffit qu'il regarde. Ake, il a 19 ans. Ake, il joue des petits matchs, il joue 20 minutes par-ci. Si Liadji avait signé son contrat pro, c'est peut-être lui qui les jouerait ces minutes-là. Il se gâche là. Et regardez la pression qui se met, parce qu'on connaît le public marseillais. Vous êtes des rois, mais après ils peuvent vous enterrer, on le sait ça. Imaginez la pression qui se met. Il reste, parce que là, il se prend pour le star. J'y souhaite de réussir, peu cher, c'est pas ça. Mais si le premier match, on le met qui passe à travers,
Les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'il a fait celui-là, il se prend pour qui? C'est mauvais Marseille. Mais déjà à l'heure actuelle, moi je pense que s'il rentre sur un terrain à l'OM à l'heure actuelle, il se fait siffler déjà. Bah quand même. Ah t'es fou. Avec tout ce qui se passe là, mais ce qu'il y a, c'est que tu as vu les réseaux sociaux déjà. C'est pour ça que c'était intéressant de faire ce débat avec vous. C'est comme vous, c'est un minot de Marseille, qui est marseillais et qui a fait toutes ses classes dans des clubs. Surtout que le club mise aujourd'hui, marseillais, comme tu dis, sur les jeunes, sur la formation. Alors, oui, ça on va en parler juste après, mais beaucoup de gens tapent aussi sur Liadji. Voilà, ils commencent à avoir une certaine pression. Alors, à tort ou à raison, mais est-ce que c'est pas trop quand même de lui taper uniquement c'est ce que j'allais dire dessus, parce c'est dommageable quand même. Voilà, parce que donc on sait aussi que le business des jeunes joueurs a quand même changé ces derniers temps. On sait que maintenant tous les jeunes joueurs demandent des gros contrats. C'est pas qu'à l'Olympique de Marseille, c'est partout pareil. On propose des gros contrats à des jeunes joueurs aussi, surtout. Et surtout, on sait que l'Olympique de Marseille a accepté les conditions du joueur uniquement en décembre, alors que c'est en décembre, c'est sorti en décembre. La proposition que le clan Liadji avait fait au mois de juin, avant qu'il joue. Non, mais c'est important parce que si l'OM avait accepté ces conditions-là dès le mois de juin, c'était terminé. Il serait pas parti il serait pas parti faire l'Euro, le mondial où il a flambé avec la sélection. Il n'aurait pas fait tous ces matchs aussi amicaux où il a été mis en valeur par le club également. Ouais. Alors on est aussi peut-être dans une négociation qui a mal été menée par l'Olympique de Marseille, et c'est souvent comme ça avec les dirigeants depuis 2 ans, c'est-à-dire que on veut négocier, et au final on finit toujours par accepter les conditions initiales des clubs. Ça a été le cas pour beaucoup de transferts réalisés par l'OM, Mandanda, Amavi, etc. On finit toujours par payer, et au final là, on s'est fait planter parce que les conditions ont changé entre-temps. Est-ce qu'on sait les conditions à peu près de ce qui a été proposé? C'est les mêmes conditions qui ont été proposées à Camara, en fait. C'est-à-dire, on le sait, moi je n'ai pas... Les chiffres qui sont sortis, c'est 45 000 € de salaire par mois. 17 ans, 45 000 €. Et une prime à la signature d'un demi-million d'euros. C'est vrai que ça paraît dingue, mais aujourd'hui, si le marché est comme ça, comment on fait? On ne peut pas lutter contre ça. Non. Le problème, c'est que les clubs allemands, ce sont des sommes qui sont... Comme Leipzig, ils viennent et ils proposent des sommes comme ça à des jeunes en France. C'est ça le problème aussi. Non, mais alors tu as ta formation, tu t'en vas directement dans d'autres clubs à l'étranger, faire du business. Il va falloir qu'il s'impose, le pauvre petit. Ouais, moi, ça m'embête parce que pour ce jeune-là, il y a tout qui tombe sur les épaules, sur la tête. Le jour où il va mettre le pied sur le vélodrome, s'il joue à Marseille, mais ça va être une cata. Il a besoin d'être pas bon, excellent. Mais Jean-Charles, moi, ça me fait un peu peur sur le caractère aussi de Liadji. Parce que, est-ce que c'est pas aussi un peu à lui à dire à ses agents, à son entourage, écoutez, moi j'ai envie de jouer à l'OM, on va arrêter tout ce cinéma. La proposition, elle est quand même énorme, j'ai que 17 ans. Et en général, c'est pas le premier contrat qui compte, c'est le second. Donc le premier contrat, c'est bien, mais c'est après que là, il va gagner beaucoup d'argent. Donc c'est aussi à lui de taper du poing sur la table. C'est quand même ma carrière. J'ai peut-être que 17 ans, mais c'est ma carrière. Et j'ai envie de signer à l'OM et de commencer à l'OM. Et Nico, il y a tellement de clauses qui peuvent se mettre sur les contrats. Oui, il y en a tellement. Au bout de temps de match, la deuxième année, les primes, les ci, là, à la revente, il y a si je suis international, il y a un tas de choses qui peuvent se mettre. Exprime-toi, joue, fais-moi plaisir. Moi, j'aimerais qu'il joue, ce petit. J'aimerais qu'il joue. L'avantage qu'il a en restant à l'Olympique de Marseille, c'est qu'il le connaisse par cœur. Ses qualités, ses défauts, ce qu'il doit travailler, l'esprit de famille. Tandis qu'il va partir à l'extérieur, tout ça, ça tombe à l'eau. On en a déjà parlé. La langue, le fonctionnement, les entraînements, tout est différent. On lui laissera plus il a un gros avantage peut-être à se sacrifier un peu à l'Olympique de Marseille financièrement, mais pour moi, il a plus de chances de percer à l'Olympique de Marseille. Mais ça serait pas quand même un échec pour les dirigeants de l'OM, sachant que ils ont mis en avant ce côté maintenant la formation pour eux c'est central dans le projet. Et si tu perds ton meilleur élément aujourd'hui c'est la perle du centre de formation. C'est le plus médiatisé, mais c'est pas forcément le meilleur. Est-ce que de cette génération-là tu peux pas faire tout et n'importe quoi. Tu as des sommes à respecter. Un club a des sommes à respecter. À ce moment-là, il fallait dire non au mois de juin. Mais ils ont... Non mais attends. Ils ont quand même changé leur donne après l'Olympique de Marseille. Ils ont amélioré. Oui, petit à petit pour accepter l'offre initiale. Donc aujourd'hui, si l'offre officielle, si elle est bonne, il n'a qu'à signer.
Parce qu'il en a eu d'autres plus importantes entre-temps. Ah ouais, mais ça sera toujours comme ça. Après, Jean-Charles, ça va être tout le temps là comme où ça. on peut critiquer la gestion de l'OM là-dedans, c'est la longueur. Eh oui, c'est la longueur. Oui. À un moment donné, ce jeune-là, tu sais que Villas-Boas, vu qu'il a un effectif court, il va le faire jouer un peu dans les matchs amicaux, etc. Eux-mêmes, ils ont fait des images sur les gestes techniques de Liadji en match, ils l'ont valorisé à bloc. Si tu mets la lumière sur un de tes jeunes comme ça, soit tu t'assures que c'est réglé, soit tu arrêtes, parce que là, comment tu peux laisser un jeune partir faire un mondial U17, sachant qu'il y a tous les clubs du monde qui regardent ce mondial, sans qu'il ait signé pro? Ça, je suis d'accord avec toi. Tu te tires une balle dans le pied. Soit tu négocies, on dit, voilà, nous on monte à 45, il n'y aura jamais plus, oui ou non, et on arrête. Là, ça a duré 6 mois pour au final dire, ok, 45, et les mecs ils ont dit, attendez, on a 50 et 1 million d'euros à la signature ailleurs. C'est pas possible. Non, je suis d'accord avec toi, mais tu t'imagines que ça a été le cas de Petit Lopez. Ça a été Camara qui est arrivé, il a demandé plus. Deux fois. Maintenant, c'est lui qui arrive, il demande encore plus. Si demain, il y en a un autre qui arrive, il va en demander encore plus que les 3 premiers. Non, mais je suis d'accord. Et chaque fois, ça va être l'escalade. Mais il faut trancher. Si les autres ils sont du même niveau, ils à peu près, peut-être un peu moins bons, eux aussi, ils disent pourquoi lui il a ça. C'est oui, non, mais c'est mais surtout qu'il n'a jamais joué, quoi. Il n'a jamais joué en plus. Non, il n'a jamais joué. Il a été bon face à des joueurs de 17 ans. Parce qu'il a joué 2 matchs, je crois, avec la réserve. Sinon, il a joué que avec les 17. Et Léon, il a si bien dit, crois-moi, moi j'ai connu des joueurs de ma génération, mais quand je dis je leur avais pas la cheville, je leur avais pas la cheville. Pareil. 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans, des bombes atomiques, tu faisais gagner match. Eux, dès qu'ils passaient de 3e division à l'époque, en pro, c'était Fantomas qui jouait. Non, mais je te le dis, c'était Fantomas. La pression, le jeu, c'est pas le même, les adversaires sont pas le même. Physiquement, c'est pas pareil. Alors attention à tout ça. Là, c'est un gros pari aussi. On peut prendre d'autres exemples, parce que là, moi je peux dire le nom, parce que Boutoba, on sait très bien ce qu'il a fait en partant au CCI. Mais souvenez-vous, le Talek, Sinama Pongol. Tout le monde les voyait, les deux ils sont partis à Liverpool. Vous avez vu la carrière qu'ils ont fait? Ils ont fait une carrière honorable. Mais tout le monde les voyait dans les plus grands clubs. Meilleur joueur du monde. Mais est-ce que tu es à 17 ans, tu l'es pas forcément à 23. Et tu as qu'à voir, Mbappé, il a fait ses 2 ans à Monaco, il a signé ses 2 ans à Monaco, il est parti après s'exprimer du côté de Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, encore une fois, le marché des jeunes joueurs, il est ce qu'il est et on ne reviendra pas en arrière. C'est comme le marché, Zidane, il a été transféré au Real pour 75 millions d'euros. Mais Zidane, il joue à la Juve, Non, mais ce que je veux dire, c'est que, comment il s'appelle, le jeune de Monaco qui est parti à Martial, il était transféré pour 80 millions d'euros. Voilà, le marché évolue. Et maintenant, le marché des jeunes joueurs, c'est un marché qui coûte très cher. Donc on ne pourra jamais lutter. Donc on ne pourra jamais conserver. Ça veut dire qu'il faut être capable, de sélectionner. Si tu proposes, allez, je dis un chiffre au hasard, j'en sais rien, 15 000. Et lui il te dit non, moi je veux 45. Ben là tu tranches, tu dis bon écoutez, on te file 30, point barre. Mais tu dis un truc, tu n'attends pas 6 mois pour, il y aura tout le temps pour donner 45. Je suis d'accord, mais il y aura tout le temps pour donner ta réponse. Voilà, c'est tout. Allez messieurs, on s'arrête là pour ce débat. J'ai l'impression qu'on va en reparler. Je sais pas pourquoi, même si l'OM a... Moi je pense que ça va pas finir l'histoire. Même si l'OM a dit que c'était terminé, je pense que... Mais l'OM, ils font bien de dire ça. Ah oui. Parce que là, ça arrête un peu le truc. Allez messieurs, on passe au dernier débat de cette émission. Et c'est encore un débat sur l'aspect financier. Parce que il n'y a plus d'argent à l'Olympique de Marseille encore, a priori. Il n'y a plus d'argent. Allez, c'est tout de suite. Eh oui, il n'y a plus d'argent à l'Olympique de Marseille. Et Vincent Labrune est revenu ou... Ouais, il n'est pas revenu, mais en tout cas, les comptes... Je suis presque envie de pleurer quand je t'entends dire. Ah oui, non mais attends. Je suis presque envie de pleurer en fait, que l'Olympique de Marseille, 2e au classement, justement, les belles performances de l'Olympique de Marseille ont fait un petit peu oublier ça. Que dans les coulisses, en tout cas dans les caisses du club, on est toujours à la cave. On est vraiment pas bien du tout. Et d'ailleurs, André Villas-Boas, lui, l'avait dit de manière totalement transparente au début de la saison. L'Olympique de Marseille va très mal financièrement. Et les belles performances du club n'y ont rien changé en quelques mois. Cette polémique de la recette, qui n'a pas été laissé à Trélissac, l'a fait un petit peu ressurgir parce que nos confrères d'RMC ont expliqué qu'aujourd'hui, à l'Olympique de Marseille, un sou est un sou. On compte absolument chaque euro à l'Olympique de Marseille et c'est une directive du propriétaire. C'est-à-dire quoi? C'est que Macron, il a dit mais maintenant stop. Voilà. C'est-à-dire qu'il avait mis 200 millions d'euros, tout a été dilapidé.
plus des dettes. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus d'ambition. Ouais. C'est terminé. Il a coupé complètement le robinet. Et il y a une autre information qui est sortie, et ça c'est Sky Sport qui l'a indiqué ces dernières heures, c'est que l'Olympique de Marseille a même essayé de placer, de vendre Sanson en Allemagne. Jean-Charles, il a eu des confirmations de cette information. Et qu'une offre de entre 20 et 25 millions d'euros suffirait pour Sanson dès cet hiver. On parlerait de cet hiver. Est-ce que alors ces deux informations du coup vous inquiètent? Moi, ça m'inquiète parce que je n'étais pas au courant de ça. Désolé, Léon, de casser l'ambiance du coup. Vu le résultat et le monde qui va au stade, parce que si vous faites l'analyse, on est le club où il y a le plus de spectateurs. Maintenant, s'il y a des salaires qui sont trop conséquents, ça ne regarde plus. Mais je suis étonné. Mais actuellement, vendre Sanson, ça serait la plus belle bêtise du monde. Parce que pour moi, c'est l'un des gars qui dynamique un peu l'équipe. Et de le faire repartir en position que nous sommes, ça serait la plus grosse des erreurs. Il y a d'autres personnes peut-être à écarter, mais sûrement pas Sanson. Mais alors, pourquoi il propose Sanson? S'il le propose, on va garder le conditionnel, mais c'est parce que c'est le joueur le plus bankable, comme on dit. C'est les joueurs qui peuvent vendre. Parce que nous, on se dit tous, oui, et effectivement, il faudrait vendre Strootman. Alors moi, je vais répondre à ta question. Strootman, personne ne le veut. Sur Romang, c'est le joueur à vendre parce que c'est le joueur le plus performant aujourd'hui de notre équipe, qui fait des matchs superbes et qui est en vue de tout le monde. Mais c'est-à-dire que si tu vends ton meilleur joueur, tu te diminues quand même de ton équipe, de tes résultats. Tu es deuxième au classement. Ce qui peut te rapporter, si tu restes deuxième ou troisième, dans les 40 millions d'euros en fin d'année. Je parle pour aller en Ligue des Champions. Ce qui voudrait dire que si on conserve Sanson, fait l'effectif qu'on a aujourd'hui, pour aller jusqu'au mois de juin, que tu te qualifies en Ligue des Champions, tu as 40 millions, Sanson voudra plus 20 ou 25 millions, il en vaudra peut-être 40. Ça, c'est une hypothèse. Mais c'est une hypothèse. Mais alors sabote-toi l'hypothèse. Il faut la saboter l'hypothèse. Est-ce que Macourt, parce que en fait, Nico avait à peu près le même discours que toi, et moi, ce que je lui disais... Macourt, lui, aujourd'hui, il en est plus là. Parce que Macourt, qui est là, et qui a un fighting spirit irlandais assez impressionnant, lui, aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on lui raconte qu'on va vendre des joueurs à l'Olympique de Marseille. Et on n'en a pas vendu un. Je m'en fous de ça. Oui, mais moi, je suis il a mis beaucoup d'argent. Des bons joueurs. Il a mis beaucoup, lui, il s'en fout pas. Il a mis mais il achète des immeubles. Il achète des immeubles. Il a mis beaucoup d'argent, et aujourd'hui, il n'y a plus rien dans les caisses, donc il ne veut plus en remettre. C'est aussi compréhensible, c'est son argent. On ne va pas lui demander non plus de... Mais alors qu'ils ne vendent pas nos joueurs. Je suis d'accord. Vu la situation, vu l'argent qu'il possède, là on parle de 25 millions. Pour lui, c'est pas grand-chose. Pour moi, j'y crois pas. Non. Mais non, j'y crois pas. Pas possible qu'actuellement, la position qu'on a, ils vendent Sanson. Pour moi, c'est pas possible. Ça serait la plus grosse bourde du monde. Hein. Parce que là, on n'est pas loin de finir second. Et second, c'est la championne. Hein. Dis-moi. On parle de vendre le joueur, il voulait acheter de plage à 27 millions d'euros. Non, mais il faut arrêter quand même. Il ne veut pas mettre un sou dans le club. Parler de 100 millions, ça va. On parle de l'OM. Moi, j'y crois pas pour plusieurs raisons. La première, c'est que Sanson, déjà, il ne veut pas partir. Sanson, lui, s'il part, ça sera cet été, ce ne sera pas au milieu de la saison. Il vaudra plus. Lui, il ne veut pas. Déjà, donc un joueur, tu peux pas non plus le forcer complètement. Alors, non, attends, ça c'est le premier argument. Deuxième argument, Villas-Boas ne veut pas non plus. Et Villas-Boas, même si c'est pas lui le président du club, il voulait pas vendre Gustavo. Hein. Non mais d'accord, mais c'est pas la même chose. Là, c'est plus le même coach. Là, c'est le coach qui a amené l'OM second, qui a ramené les spectateurs dans le Vélodrome. Il a pris de l'importance à Marseille. Et qui fait croire à tout le monde qu'on peut être en Ligue des Champions. Même si Hérault raconte tout ce qu'il veut à Macourt pour sauver sa peau depuis 1 an, que ça va plus, je pense qu'il y a d'autres personnes. Macourt ne doit pas parler qu'avec Hérault. Je pense qu'un mec sensé, qui connaît un minimum le football, il veut lui dire... Quand tu es second et que tu es objectif Ligue des Champions, tu ne vends pas un de tes meilleurs joueurs. Parce que là, tu vas perdre de l'argent. C'est sûr. Tu peux peut-être prendre 25 millions, mais c'est du court terme. Mais c'est rien 25 millions, mais c'est rien. Et tu fais quoi de 25 millions Il va en faire quoi de 25 millions? Et le troisième facteur, c'est que... il y a le fair play financier aussi quand même. Il ne faut pas oublier que le fair play financier encadre l'OM, mais... C'est justement pour ça ça peut l'amener à vendre. Cet été, ils n'ont pas plus dépensé que ce qu'ils ont gagné en vendant au Campos et compagnie. Le fait est que là, ils ne sont pas obligés de vendre non plus. Ce qu'il faudrait, c'est qu'ils baissent la masse salariale. Mais ils peuvent attendre juin pour ça.
Si Sanson, tu le vends avant le... Ils sont pas obligés de vendre, bien sûr qu'ils sont obligés de vendre. Parce que s'ils baissent pas la masse salariale, en fin de saison, ils seront obligés de vendre au moins un joueur. Mais ils le feront en fin de saison. En fin de saison, oui, mais alors, ils le feront en fin de saison. C'est là où McCourt, il peut en avoir marre. C'est qu'on lui dit à chaque fois, et ça je le répète parce que je l'ai déjà dit. Mais tu crois pas que c'est plus facile de vendre un joueur en fin de saison quand tu vas jouer Ligue des Champions? Quand tu as une offre. C'est facile de le vendre quand tu as une offre. Et jusqu'à présent, les offres, il les a pas eu, ou alors c'est des offres trop faibles qui ont été refusées. Et cet été, on refusait pour Sanson une offre de 12 millions. S'il a une offre de 20 millions cet hiver, McCourt, peut-être qu'il va le vendre. Mais si tu vas en Ligue des Champions, les offres elles sont plus élevées. Mais ça veut dire que tu as eu des performances. C'est hypothétique. Oui, mais attends. Le football, c'est ça. Le football, c'est ça. Quand tu mises sur jeune Foliadji, c'est pareil. Oui, c'est pareil. C'est pire. Mais on ne dit pas aussi, là, vous n'avez pas fait une analyse en disant que l'OM n'a pas de banc. Si on écarte encore un joueur comme ça, qui est titulaire et l'un des meilleurs acteurs de l'équipe première, on va où? Ça veut dire on se suicide. Et là, ça ne va pas être accepté. Hein. Je suis inquiet. Alors tu cèdes des joueurs gratuitement avec leur salaire. André Villas-Boas a parlé de ça. Son discours n'a pas changé. Et il a aussi dit quelque chose qui, moi, personnellement, m'a aussi un peu inquiété. Enfin, qui a en tout cas confirmé que vraiment, financièrement, ça allait pas bien. Il a dit que lui, il souhaitait qu'il n'y ait strictement aucun mouvement, ni dans le sens des arrivées, ni dans le sens des départs. Et en tout cas, dans le sens des départs, parce qu'il ne savait pas quelle serait, en tout cas, l'enveloppe pour remplacer un partant. C'est-à-dire que si tu vends Sanson 20 millions, tu n'auras pas 20 millions pour recruter. Mais le gars, il va mettre peut-être que tu n'en auras même pas la moitié. Non, mais après... Il est pas bête, hein. Mais il a tout à fait... Pardon, il a tout à fait raison. Il connaît son groupe, il connaît l'ambiance qu'il y a dedans, il connaît les performances qu'ils peuvent avoir. Il se retrouve deuxième au classement, il va se saboter, il va se mettre un coup de hache sur la cheville, il va se couper la cheville. Il se suicide. Il se suicide, le mec, il devient fou. Non, mais il a raison. Moi, je suis pas d'accord avec Ben parce que lui, il voit que l'aspect financier. Attends, c'est pas, moi, je donne juste une position, c'est pas mon avis. Un petit peu. T'as la perche. Ah non, ah bah non. Mais non, t'as la perche. Moi, je ne peux pas voir partir Sanson cet été. Non, mais c'est ton avis de croire que McCourt peut être aveugle au point de vendre Sanson. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que je pense qu'il n'y a pas Coero qui le conseille. C'est un businessman, c'est tout. Oui, c'est un businessman, mais un businessman même. Il faut qu'il réfléchisse un peu. Et on lui a déjà pris. Les dirigeants ont déjà dilapidé beaucoup d'argent. Parce qu'il est mal entouré, c'est différent. Même dans le business, tu peux aussi réfléchir et te dire que tu as un coach qui est performant et qui peut t'amener l'équipe en Ligue des Champions et que si tu sabotes le coach, tu te sabotes le projet entièrement. Ah bah. Donc ça, il faut le savoir. Et dernier argument que j'avais pas terminé, c'est que pour l'instant, l'OM n'a pas d'offre. Ils ont refusé une offre a priori d'Angleterre de 20 millions a priori. Ça, c'est ce qui était sorti dans les journaux anglais, donc il faut se méfier. Mais concernant l'Allemagne, c'est l'OM qui aurait proposé le joueur. C'est pas le club qui a fait une offre. Donc on n'en est pas là encore. Hein. Ouais, ce qui est encore plus inquiétant si c'est je vais terminer, je vais dire, s'il écoute l'émission, l'analyse qu'on a tous fait, là, il ne vend plus. Hein. Ce qu'on a dit, c'est automatique. Il serait gagnant à la fin, on serait second, il toucherait de l'argent, il y aurait des matchs en plus au stade Vélodrome. Il va gagner 5 fois plus que celui de le vendre maintenant. Mais moi, j'ai même envie d'aller... Il va rendre des gens heureux en plus. Je peux même aller plus loin. Imagine le scénario, tu finis même pas sur le podium. Mais Sanson, avec la saison qu'il est en train de faire, moi je suis sûr qu'il aura des offres. C'est pas le Sanson de l'année dernière. Hein. Ouais, mais sauf que je vous rappelle que cet été, on était tous en train de dire Sanson, s'il y a une offre, il faut le vendre. Non, mais donc ça va très vite aussi dans un sens. Il a fait quoi comme saison l'année dernière ? La saison n'est pas finie. Tu vois, en 6 mois, dans un sens comme dans l'état d'esprit. Comme tu viens de dire. Ça peut aller très vite. Oui, mais ça peut aller très très vite aussi vers le haut. Et d'autres joueurs, pareil. Là, c'est le coach qui l'a rendu comme ça. Ils sont pas pessimistes. Il y en a qui ne s'adaptent pas avec les entraîneurs. Exactement. Il y a la façon de parler et tout. Là, il a pris confiance. Et pour moi, je dis ouvertement, c'est l'un des meilleurs. C'est grâce à lui et le milieu du terrain où il y a plus de percussions qui a donné cet allant à l'Olympique de Marseille. Et je vais faire plaisir à Nico, parce que j'ai lu une phrase sur le site cette semaine. Kawar dit qu'il est très performant grâce à Garcia. Donc voilà, tu vois, Garcia rend des joueurs performants. À court terme, ouais. Mais ça, c'est pour jouer, ça, c'est facile. C'est l'entraîneur qui va jouer ça. Pas mal. Tu as vu, Jean-Charles, quand même, que notre ami Garcia, il est en train de faire avec Cornet ce qu'il a fait à Bounassar. Il a remis latéral gauche. Allez, messieurs, on va s'arrêter là pour cette émission. On va quand même rappeler qu'on a lancé un challenge. On va parler. Deux choses à dire, effectivement, c'est que déjà, vendredi,
Vous pouvez nous suivre sur Twitch, comme la dernière fois, lors du match face à Paris. J'espère que ça se passera mieux. Mais on va commenter le match en direct sur notre chaîne Twitch. Donc à partir de 20h30 à peu près, on prendra l'antenne avec Nico, avec Mourad. Voilà, ça sera vendredi, le match face à Rennes en direct live sur notre chaîne Twitch. Et puis il y a le concours, le FCM Challenge. Voilà, SM Challenge. 50 000 abonnés d'ici la fin du mois de février et on vous offre 2 abonnements. Voilà, 2 abonnements pour la saison prochaine en virage. Ouais. 2 abonnements en virage, c'est magnifique cadeau. Alors j'ai déjà lu des commentaires. Ouais, mais pour la saison prochaine. Oui, pour la saison prochaine. Mais c'est impossible. Comment c'est possible 50 000 abonnés? Mais c'est très simple. Oui, on fait ça. Déjà, Jean-Charles, dans son téléphone, j'en ai 10 000. Il a déjà 10 000 noms dans son téléphone, donc déjà ça s'est plié. Et si chaque abonné demande à un ami, et voilà, faites-le là maintenant. Mais pendant que je suis en train de dire, si chaque abonné demande à un ami de s'abonner, c'est gratuit en plus. En 5 minutes c'est fait. Donc on a 2 mois. Donc je pense que c'est largement jouable. On est déjà à 33 000. Il y a un autre problème qu'on nous a soulevé là-dessus. Ouais. Et c'est peut-être intéressant, il faut qu'on réfléchisse peut-être au cadeau. C'est qu'on nous a dit qu'il y a beaucoup de supporters de l'OM en France et que les abonnements, ils ne pourront pas en profiter. On peut peut-être se dire qu'on peut faire un deuxième cadeau si la personne n'est pas de la région marseillaise et ou ne peut pas venir. D'où la voiture électrique. Non, j'avais parlé d'une voiture électrique. C'est pas la marque encore, mais non. C'est quoi? C'est des jouets, c'est Jouet Club. Des amendes d'argent. Jouet Club. Bon, là, on est bien passé pour des repas. Avec Léon, on est bien passé pour des repas. On peut les inviter quelque part. Bon, on va réfléchir pour si c'est pas un Marseillais qui gagne. Allez. Ou quelqu'un qui peut pas venir en tout cas. Merci Nico, merci Léon, tu reviens quand tu veux, c'était un plaisir de t'avoir. Merci Jean-Charles, voilà, on se revoit. Tu reviens quand tu veux lundi. Il m'a bien cassé les pieds pour cette reprise. Et on parlera de Liadji encore. Ouais. Moi je vais le défendre de toute façon. Allez, à très bientôt sur Football Club de Marseille, merci à tous, ciao ciao.